Devenir une personne heureuse représente l'une des aspirations les plus universelles et pourtant les plus mystérieuses de l'expérience humaine. Nous cherchons souvent le bonheur dans l'accumulation des biens, des succès, des relations, pour découvrir avec une certaine perplexité que ces acquisitions, bien que plaisantes, ne suffisent pas à combler ce sentiment profond d'incomplétude qui persiste en arrière-plan de notre existence. Le bouddhisme, avec ses 2500 ans de sagesse accumulée, nous propose un chemin radicalement différent. Le bonheur ne se trouve pas dans l'addition d'éléments extérieurs, mais dans la soustraction de ce qui obscurcit notre nature fondamentale, déjà paisible et épanouie. Dans cette exploration approfondie, je vous propose de plonger dans 7 enseignements bouddhistes fondamentaux qui, bien plus que de simples techniques de bien-être, représentent une transformation complète de notre relation à nous-mêmes, aux autres et au monde. Ces enseignements ne sont pas théoriques, ils ont été éprouvés par des générations de pratiquants et sont soutenus par la science contemporaine, qui valide de plus en plus leurs effets bénéfiques sur le cerveau et le bien-être psychologique. Avant de commencer ce voyage, je vous invite à écrire en commentaire le mot « présence » si vous aspirez à vivre avec plus de conscience dans l'instant. Votre engagement nous aidera à créer davantage de contenu sur ces thèmes essentiels, le récit fondateur, l'histoire du jardinier et des 2 types de pluie. Il était une fois, dans les contreforts de l'Himalaya, un jardinier nommé Anand, qui cultivait avec passion le plus beau jardin de la région. Chaque jour, il arrosait, désherbait, taillait avec une précision méticuleuse. Pourtant, malgré la splendeur de ses fleurs et l'abondance de ses récoltes, Anand était rongé par l'anxiété. Il craignait la sécheresse, les insectes, les tempêtes. Son bonheur était entièrement suspendu aux caprices de la météo et à la santé de ses plantes. Un matin, alors qu'une sécheresse menaçait ses cultures, il rencontra un vieux moine qui voyageait à travers la vallée. Voyant l'inquiétude sur le visage du jardinier, le moine lui demanda « Pourquoi ton cœur est-il comme un étang troublé alors que tes mains créent tant de beauté ?» Anand expliqua ses craintes. Le moine hocha la tête doucement et dit « Tu connais la pluie qui arrose tes plantes, mais ignores-tu qu'il existe une autre pluie, plus essentielle ?» Intrigué, Anand invita le moine à partager son thé. Sous un vieux figuier, le moine commença son enseignement. Il y a la pluie extérieure, celle qui hydrate la terre. Elle est nécessaire, mais imprévisible. Puis il y a la pluie intérieure, celle de la compréhension, de l'acceptation et de la présence. Cette pluie-là, tu peux l'invoquer à tout moment. Pendant 7 jours, le moine partagea avec Anand 7 enseignements, chacun correspondant à une qualité de cette pluie intérieure. Chaque matin, ils pratiquèrent ensemble avant qu'Anand n'aille travailler dans son jardin. Le 7e jour, quelque chose d'étrange se produisit. Une vraie sécheresse s'abattit sur la vallée. Les autres jardiniers s'agitaient, se lamentaient. Anand, lui, continua à travailler avec sérénité. Quand ses voisins lui demandèrent comment il restait si paisible alors que ses plantes commençaient à flétrir, il répondit « Mes plantes peuvent souffrir du manque d'eau extérieure, mais mon cœur ne souffre plus du manque d'eau intérieure. » La leçon n'était pas qu'il devait négliger son jardin, mais qu'il pouvait prendre soin de ce qui dépendait de lui, sans être dévasté par ce qui n'en dépendait pas. Cette histoire illustre l'essence même de l'approche bouddhiste du bonheur. Cultiver un bien, être qui ne dépend pas exclusivement des conditions extérieures. Si cette histoire résonne en vous, écrivez « Pluie intérieure » en commentaire pour nous le faire savoir. Enseignement 1. La pleine conscience comme fondation de tout bonheur durable. Comprendre la pleine conscience au-delà de la mode. La pleine conscience, sati, en pali, est souvent présentée dans les médias comme une simple technique de relaxation ou de gestion du stress. Dans la perspective bouddhiste, elle est bien plus profonde. C'est la capacité de connaître ce qui se passe, quand cela se passe, sans filtres ajoutés. C'est l'art de vivre éveillé à notre expérience directe plutôt qu'à travers le voile de nos interprétations, jugements et réactions habituelles. La pratique commence simplement, en portant attention à notre respiration, aux sensations corporelles, aux sons qui nous entourent. Mais sa puissance réside dans sa capacité à nous libérer de la tyrannie des pensées automatiques. Une étude de l'université Harvard a démontré que nous passons en moyenne 47% de notre temps éveillé à penser à autre chose que ce que nous sommes en train de faire.
et que cette errance mentale est directement corrélée avec une diminution du bien-être, la pratique concrète de l'ancrage dans le présent. Comment cultiver cette présence? Par des pratiques formelles et informelles. La méditation assise est l'entraînement formel, comme aller à la salle de sport pour l'esprit. Mais la pleine conscience informelle, être pleinement présent, en prenant sa douche, en écoutant un proche, en goûtant sa nourriture, est tout aussi transformatrice. Le miracle de cette pratique réside dans son effet cumulatif. Chaque retour à l'instant présent renforce les circuits neuronaux de l'attention et affaiblit ceux de la rumination. Avec le temps, nous développons ce que les psychologues appellent l'ouverture expérientielle, la capacité à accueillir ce qui est, même lorsque c'est inconfortable, sans être immédiatement emporté par des réactions automatiques. Écrivez « respiration » en commentaire si vous souhaitez recevoir des pratiques guidées spécifiques pour développer cette présence au quotidien. Enseignement 2. La sagesse de l'impermanence. Annika. Le paradoxe de l'impermanence. L'enseignement de l'impermanence est souvent mal compris comme une perspective pessimiste. En réalité, comprendre profondément que tout change constamment, nos états d'esprit, nos relations, nos circonstances de vie, libère d'une souffrance immense, celle de vouloir figer ce qui est par nature fluide. Le Bouddha enseignait que toute souffrance naît de l'attachement à ce qui est impermanent. Nous souffrons non parce que les choses changent, mais parce que nous résistons à ce changement. Accepter l'impermanence ne signifie pas devenir passif ou indifférent, mais plutôt développer une relation plus fluide et réaliste avec la vie. Pratique. Le rituel du coucher du soleil. Un exercice puissant pour intégrer cette sagesse consiste à observer quotidiennement un phénomène naturel qui incarne parfaitement l'impermanence, le coucher du soleil. Chaque soir, pendant quelques minutes, observez les couleurs changer, la lumière se transformer, sans essayer de retenir aucun moment. Notez mentalement. Ceci aussi change. Cette beauté aussi est passagère, et demain apportera un spectacle différent. Cette pratique simple, répétée quotidiennement, commence à rééduquer notre rapport au temps et à l'attachement. Elle nous aide à apprécier intensément ce qui est présent, tout en nous préparant doucement à le laisser partir. L'impermanence comme libératrice. Quand nous comprenons vraiment que nos états émotionnels difficiles sont impermanents, nous arrêtons d'avoir peur d'eux. Une vague de tristesse devient juste cela. Une vague qui passera. Une période d'anxiété intense n'est plus perçue comme une condamnation à vie, mais comme un état temporaire. Cette compréhension diminue radicalement la souffrance secondaire, la souffrance que nous ajoutons à la douleur initiale par notre résistance et notre jugement. Écrivez changement en commentaire si vous avez déjà expérimenté comment l'acceptation de l'impermanence a apaisé votre cœur. Enseignement 3, le non-soi, anatta, et la libération de l'identification. La prison de l'identité fixe. Nous passons notre vie à construire et défendre une identité. Je suis ceci, je ne suis pas cela. J'aime ceci, je déteste cela. Le bouddhisme propose une perspective radicale. Cette identité fixe que nous chérissons et protégeons est en réalité une construction mentale, un agrégat d'expériences, de mémoire et d'habitudes, non une essence permanente. Cette compréhension n'est pas dévalorisante, elle est profondément libératrice. Si je ne suis pas mes pensées, alors je peux les observer sans m'y identifier. Si je ne suis pas mes émotions, je peux les ressentir sans en être submergé. Si je ne suis pas mes rôles sociaux, je peux les jouer sans m'y perdre. Pratique. L'enquête du qui. Quand une pensée surgit, je suis inadéquat. Posez-vous doucement la question. Qui pense cela? Observez sans chercher de réponse intellectuelle. Quand une émotion apparaît, j'ai peur. Demandez. Pour qui y a-t-il cette peur? Cette enquête ne cherche pas à trouver un nouveau soi plus subtil, mais à révéler l'absence d'un centre fixe. Avec le temps, cette pratique déconstruit l'identification automatique. Vous commencez à expérimenter ce que signifie vivre sans constamment renforcer le sentiment d'un moi, séparé et vulnérable, qui doit être protégé et promu. Les bénéfices psychologiques du non-soi. La psychologie contemporaine rejoint cette sagesse ancienne à travers des concepts comme la décentration, pouvoir voir ses pensées comme des événements mentaux plutôt que comme des vérités absolues, et la flexibilité psychologique. Ces capacités sont corrélées avec une meilleure santé mentale, une plus grande résilience face au stress
et des relations plus satisfaisantes. Écrivez « libre » en commentaire si cette perspective du non-soi vous parle particulièrement. Enseignement 4. L'éthique. Sila, comme fondation du bien, être, le malentendu sur la moralité bouddhiste. Beaucoup perçoivent les préceptes éthiques bouddhistes ne pas nuire, ne pas prendre ce qui n'est pas donné, avoir une sexualité respectueuse, parler avec vérité et bienveillance, éviter les intoxicants qui obscurcissent l'esprit, comme des règles morales imposées de l'extérieur. En réalité, ils sont présentés comme des entraînements naturels pour un esprit qui cherche la paix. L'idée est simple. Certaines actions créent de l'agitation intérieure, d'autres créent de la paix. Mentir, par exemple, exige de maintenir une fiction, ce qui génère tension et séparation. Parler avec honnêteté et bienveillance crée de la transparence et de la connexion. Pratique. L'examen quotidien bienveillant. Chaque soir, avant de dormir, prenez quelques minutes pour examiner votre journée avec douceur, non pour vous juger, mais pour apprendre. Posez-vous 3 questions. 1. Quelles actions ont nourri la paix en moi et autour de moi aujourd'hui? 2. Quelles actions ont créé de l'agitation ou de la séparation? 3. Comment pourrais-je prendre soin de mon cœur demain? Cet examen n'est pas un tribunal intérieur, mais un dialogue bienveillant avec soi-même. Il développe ce que les bouddhistes appellent « Iri-Otapa », le respect de soi et la considération pour les conséquences de nos actes. Le cercle vertueux de l'éthique et de la paix mentale. L'éthique n'est pas une condition préalable à la méditation, les deux se renforcent mutuellement. Un esprit plus calme grâce à la méditation prend naturellement des décisions plus sages. Des actions plus sages créent moins de remords et d'agitation, facilitant la méditation. C'est un cercle vertueux qui se renforce progressivement. Écrivez « Action juste » en commentaire si vous souhaitez explorer plus profondément comment l'éthique peut être une source de liberté plutôt qu'une contrainte. Enseignement 5. La culture des émotions positives. Brahma-Viharas. Les 4 demeures sublimes. Le bouddhisme identifie 4 qualités émotionnelles à cultiver systématiquement. Appelez les Brahma-Viharas, demeures sublimes. Grande, méta, bienveillance inconditionnelle. Le souhait que tous les êtres soient heureux. Karuna, compassion. Le souhait que tous les êtres soient libérés de la souffrance. Mudita, oie sympathique. Se réjouir du bonheur et des succès des autres. Upeka, équanimité. L'équilibre intérieur face au changement de la vie. Ces pratiques ne sont pas des affirmations positives superficielles, mais des entraînements systématiques de l'esprit à ressentir différemment. Pratique. La méditation de la bienveillance. Metta. Asseyez-vous confortablement et répétez silencieusement ces phrases, en les adressant d'abord à vous-même, puis à un être cher, à une personne neutre, à une personne difficile, et enfin à tous les êtres. Puissez-je être en sécurité et protégé. Puissez-je être heureux, heureuse. Puissez-je être en bonne santé. Puissez-je vivre avec facilité. Les recherches en neurosciences montrent que cette pratique régulière active les circuits cérébraux associés à l'empathie et à la connexion sociale, tout en diminuant l'activité de l'amygdale, centre de la peur et de l'anxiété. La transformation des relations. Cultiver systématiquement ces qualités transforme radicalement nos relations. La jalousie se transforme en joie sympathique. Mudita, face au succès des autres. L'indifférence se transforme en compassion, karuna, face à la souffrance. L'attachement anxieux se transforme en équanimité, upeka, qui permet d'aimer sans s'épuiser. Écrivez « bienveillance » en commentaire si vous pratiquez déjà la méditation méta ou souhaitez vous y initier. Enseignement 6. La compréhension de la coproduction, conditionnée, pratitya samutpa, l'interdépendance radicale. Cet enseignement profond stipule que rien n'existe indépendamment. Chaque phénomène surgit en dépendance de multiples causes et conditions. Cette perspective brise l'illusion de séparation qui génère tant de conflits et de souffrances. Quand nous comprenons vraiment que notre bien-être est inextricablement lié à celui des autres, l'altruisme cesse d'être une obligation morale pour devenir une compréhension réaliste. Quand nous voyons que nos états mentaux négatifs naissent de conditions spécifiques, fatigue, rumination, environnement stressant, nous pouvons travailler sur ces conditions plutôt que de nous condamner pour ces états. Pratique. L'exercice des connexions quotidiennes. Prenez un objet simple de votre quotidien,
une tasse de thé, par exemple. Méditez sur toutes les conditions qui ont permis sa présence dans vos mains. Les personnes qui ont cultivé le thé, celles qui l'ont transporté, emballé, vendu, la pluie et le soleil qui ont nourri les plantes, les générations de savoir-faire qui ont perfectionné la culture du thé. Remontez aussi loin que possible dans cette chaîne de dépendance. Cette pratique développe naturellement un sentiment de gratitude et d'interconnexion qui contredit la sensation d'isolement si fréquente dans nos sociétés individualistes. L'application dans la résolution des conflits, dans les relations difficiles, cette compréhension transforme notre perspective. Au lieu de voir une personne difficile, nous commençons à voir une constellation de conditions passées, éducation, souffrance, peur, qui s'expriment à travers cette personne. Cela ne signifie pas tolérer les comportements nuisibles, mais cela change la qualité de notre réponse. Moins réactive, plus stratégique, plus compatissante. Écrivez « interdépendance » en commentaire si cette vision du monde comme réseau interconnecté vous parle. Enseignement 7. Le noble sentier octuple. Un chemin complet vers l'épanouissement. Les 8 dimensions d'une vie éveillée. Contrairement à certaines approches contemporaines qui isolent la méditation de son contexte, le bouddhisme propose un chemin intégral à 8 dimensions. 1. Compréhension juste. Voir les choses telles qu'elles sont réellement. 2. Pensée juste. Cultiver des intentions bienveillantes. Ou 3. Parole juste. Communiquer avec honnêteté et bienveillance. 4. Action juste. Agir de manière éthique et non nuisible. 5. Moyen d'existence juste. Gagner sa vie sans nuire. Effort juste. Cultiver le positif. Abandonner le négatif. 7. Attention juste. Développer la pleine conscience. Concentration. Juste. Cultiver la stabilité mentale. Ces 8 aspects se renforcent mutuellement et forment un cercle vertueux de développement. Pratique. L'évaluation mensuelle des 8 domaines. À la fin de chaque mois, prenez un temps pour évaluer doucement chaque domaine. Pas pour vous noter, mais pour observer les tendances. Par exemple, comment ma façon de gagner ma vie nourrit-elle ou contredit-elle mes valeurs? Quelle proportion de mes paroles est authentique et bienveillante? Comment puis-je améliorer l'équilibre entre effort et détente? Cette évaluation régulière permet des ajustements progressifs plutôt que des changements radicaux et insoutenables. L'intégration dans la vie moderne. Le noble sentier octuple n'est pas un idéal monastique inatteignable. Il peut être adapté à chaque contexte de vie. Un parent peut pratiquer l'attention juste en écoutant vraiment son enfant. Un employé peut pratiquer les moyens d'existence juste en cherchant comment contribuer positivement à travers son travail. Un artiste peut pratiquer la concentration juste en étant pleinement absorbé dans son processus créatif. Écrivez Chémi en commentaire si vous souhaitez recevoir des conseils pour appliquer ces 8 dimensions dans votre vie spécifique. Conclusion. Le bonheur comme chemin, non comme destination. Ces 7 enseignements ne sont pas des solutions rapides ou des formules magiques. Ils constituent plutôt une carte pour un voyage intérieur transformateur. Leur puissance ne réside pas dans leur complexité intellectuelle, mais dans leur application patiente et répétée dans le tissu de notre vie quotidienne. Le bonheur auquel ils conduisent n'est pas un état d'euphorie permanente, ce serait irréaliste et même indésirable. C'est plutôt une paix fondamentale qui persiste au-delà des fluctuations des circonstances, une capacité à rencontrer chaque expérience avec sagesse et compassion, une liberté intérieure qui ne dépend pas de l'obtention ou de l'évitement. Comme le disait le Bouddha, ne croyez pas quelque chose simplement parce que je l'ai dit. Ne croyez pas quelque chose simplement parce que d'autres le croient ou le pratiquent. Ne croyez pas quelque chose simplement parce que c'est trouvé dans vos livres sacrés. Ne croyez pas quelque chose uniquement basé sur l'autorité de vos enseignants ou de vos aînés. Mais après observation et analyse, quand vous trouvez que quelque chose est en accord avec la raison et conduit au bien et au bénéfice de tous, alors acceptez-le et vivez en accord avec cela. Je vous invite donc à expérimenter ces enseignements par vous-même. Commencez petit. 1 minute de pleine conscience par jour. Une intention de bienveillance avant une rencontre difficile. Une reconnaissance de l'impermanence face à une situation frustrante. C'est dans ces micro-pratiques répétées que se construisent les transformations profondes. Avant de partir, écrivez en commentaire le mot qui résonne le plus avec vous parmi ceux proposés dans l'article. Et partagez l'enseignement que vous souhaitez explorer en premier. Vos retours nous aident à créer du contenu qui répond à vos besoins réels.
Et rappelez-vous, le bonheur que vous cherchez n'est pas quelque part dans le futur. Une fois que toutes les conditions seront parfaites, il est ici, dans la façon dont vous rencontrez cet instant même, avec attention, avec douceur, avec présence. Si cet article vous a été utile, pensez à le sauvegarder pour pouvoir y revenir et partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier, avec bienveillance sur le chemin.